Voilà, juste un petit mot donc, pour me présenter, mais ça a déjà été fait. Donc, je suis pédiatre libérale, je suis pédiatre de campagne et je pratique beaucoup l'autonomie, donc j'ai ce rapport avec le bébé déjà in utero. Et puis il y a aussi l'outil de la communication non violente que j'utilise, et ces deux outils me permettent de me nourrir dans cette passion que j'ai sur l'étude du développement de l'être humain, en particulier au tout début de sa vie. Je pense qu'en agissant au début de la vie de l'être humain, on peut vraiment faire évoluer l'humanité. Et je pense que si vous êtes là, c'est que vous avez la même conviction aujourd'hui. Alors, ce que j'ai à partager avec vous, ça vient d'un livre qui est paru en France il y a pas très longtemps, il y a moins d'une année, et qui s'appelle « Il pleure, que dit-il ?» Et on m'a offert ce livre donc, il y a quelques mois, et ça a beaucoup imprégné ma pratique, et j'ai vraiment envie de partager ça parce que je trouve que c'est un très bel outil. Un bel outil parce que c'est très simple et c'est très puissant. Alors dans ce livre, en fait, c'est une jeune maman. Elle n'est pas du tout, c'est pas du tout une chercheuse ou une scientifique. C'est une jeune maman australienne qui est musicienne, elle est chanteuse lyrique, et elle raconte que quand elle a eu son premier enfant, je vais vous montrer sa photo. Son premier enfant, un petit garçon, il pleurait énormément et elle ne le comprenait pas. Elle n'arrivait pas à s'en sortir. Et donc, à un moment, elle a eu l'idée d'utiliser son talent. Son talent, cette jeune femme, c'est qu'elle a une synesthésie un peu particulière où elle est capable, quand elle entend un son, de le voir. Elle a une image mentale du son qu'elle entend. Elle est aussi capable de le dessiner. Donc, elle décide d'utiliser ça pour comprendre son bébé. Et elle commence à dessiner les sons de son bébé et à noter tout ce qu'elle fait pour essayer de le calmer. Et ça marche. C'est-à-dire qu'elle arrive à trouver des sons très spécifiques qui traduisent des besoins de son bébé, qui sont compréhensibles et qui lui permettent de répondre à son besoin. Et donc, le bébé arrête de pleurer. Donc, ça va beaucoup mieux entre eux. Et puis, du coup, elle commence à sortir un peu. Et quand elle sort de chez elle, elle se rend compte qu'en fait, tous les bébés ont les mêmes sons. Et puis elle valide avec les parents que c'est le même décodage. Et donc cette jeune femme va se lancer dans des études très poussées dans plein de pays, avec des bébés de plein de nationalités différentes. Et elle va confirmer cette découverte, à savoir qu'on a tous, nous, êtres humains, la même façon d'exprimer nos premiers besoins à la naissance. Et pendant qu'elle fait ses études, elle se demande aussi comment ça marche. Et là encore, elle a une très belle intuition, parce que c'est une chanteuse lyrique, elle travaille sur son corps, et à un moment, elle a l'intuition qu'il y a un réflexe qui provoque le son. Et donc, ça va être validé, parce que chaque son, en fait, est lié à un réflexe. Ce qui fait que le besoin se traduit avec ce réflexe, va se traduire par une attitude corporelle, une forme du corps, une forme de la bouche, de la langue, qui va donner un son particulier. Donc on a un système de décodage. Alors, j'ai une petite diapo parce que dans le titre du livre, c'est les pleurs du jeune enfant. Là, on vient de parler des pleurs de l'enfant plus grand. Et moi, j'aime pas parler de ça parce que je trouve que pour ces sons du bébé, pour moi, ce ne sont pas des pleurs. D'abord, il n'y a pas de larmes. Il n'y a pas forcément de l'émotion, en tout cas pas tout de suite. Il peut y en avoir après si on ne répond pas aux besoins. Et ce n'est pas lié à un facteur extérieur, c'est lié à un besoin interne. En anglais, on a le mot to cry, qui est beaucoup plus riche, parce qu'il y a la signification à la fois de pleurer, crier, appeler et solliciter. Et là, on retrouve vraiment toute la signification de ce signal qui est émis par le bébé. Alors, nous allons maintenant découvrir ces sons. Je vais vous faire participer. Donc, vous êtes un bébé, vous venez de naître, vous avez poussé votre premier cri, vous rencontrez vos parents, et puis au bout d'un moment, il y a un besoin qui apparaît. C'est quoi d'après vous ? Allez, exprimez-vous. Oui, il a faim. Il était nourri en continu dans le ventre de sa maman, puis là, il n'a plus de réserve au bout d'un moment, donc il a faim. Alors, je vous ai parlé des réflexes. Quel est le réflexe qui est associé à la faim, d'après vous ?
La succion, très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la succion, dans l'affect de succion? Faites-le dans votre corps pour bien le sentir. Imaginez que vous salivez, vous avez très faim, ça vous fait saliver. Qu'est-ce qui se passe dans votre bouche? Je ne vous vois pas saliver. Alors, ce qui se passe, c'est que la langue va s'appuyer, le bout de la langue va s'appuyer vers le haut du palais. Et ça donne quoi comme son? Quand on laissez votre langue appuyée sur l'avant du palais, et puis essayez de faire un son. Il y a une consonne qui va sortir. Allez-y. Ouais, j'entends des trucs qui ressemblent. Ça fait N, ça fait un N. Puis après, il y a le son qui sort, il y a la voyelle qui arrive et ça fait un E. Donc le son de la fin, c'est Né. Et c'est le seul son du bébé qui commence par une consonne. Donc il est très facile à repérer. Et il n'y a pas que le son, il y a aussi la vision. Donc vous allez voir la langue du bébé qui s'aplatit et qui après redescend. Donc si le bébé ne fait pas Né, c'est qu'il n'a pas faim, tout simplement. Donc ça va simplifier beaucoup la vie des parents. En particulier quand on dit qu'il faut allaiter à la demande. Moi, ça me fait toujours un peu rigoler parce que c'est quoi la demande? Un bébé qui crie, il n'a pas forcément faim. Alors c'est sûr que si on lui donne du lait, il est content, mais c'est pas forcément ça qu'il voulait. Donc après, ça complique la relation. Alors, je vais vous faire écouter le son. J'espère que ça va marcher. Tac. Bon, vous avez vu, c'est très clair. Hein. Il y a des nez un peu différents, mais on entend bien le N, le E. Et puis, alors, on voit peut-être pas très bien la langue, là, mais quand vous êtes tout près de votre bébé, vous voyez vraiment bien le mouvement de la langue. Alors, je fais une petite pause avant de parler des autres sons, pour vous parler du pré-cri, parce que c'est quelque chose de très intéressant dans ce que Priscilla Dunstan a découvert. C'est qu'avant le cri, il y a déjà un signal, il y a un pré-cri. Alors nous, on s'affole un peu quand il y a un cri, parce qu'on se dit, bon, il a besoin de quelque chose, mais en fait, on aurait pu le voir avant. Et surtout, à ce moment-là, le signal, il est très facile à décoder. Il est très simple. Parce que si on ne répond pas tout de suite, forcément, le bébé il va s'énerver un petit peu, il va commencer à stresser, il va y avoir peut-être de l'émotion qui va se rajouter, et le cri va devenir de plus en plus fort, de plus en plus strident, de plus en plus complexe, et on ne va pas forcément le reconnaître. Et je pense que c'est pour ça que toutes les études qui ont été faites jusqu'à maintenant sur les cris des bébés ne donnaient pas de résultats très intéressants, parce qu'en fait, elles étudiaient un cri déjà constitué et qui était trop complexe. Donc cette histoire de pré-cri, c'est vraiment intéressant. Alors, on va passer aux autres sons. Alors, vous redevenez un bébé, vous avez mangé. Quel est le besoin qui va arriver pas longtemps après avoir mangé? Le rot, voilà. Le bébé a besoin de rôter, il a son estomac tout plein, il y a une bulle d'air au-dessus, et en général, elle n'est pas du tout dans l'axe de la sortie, parce qu'il est couché la plupart du temps. Du coup, il va... alors, je ne vais pas vous demander de rôter, mais imaginez que vous voulez rôter, mais vous n'y arrivez pas. Qu'est-ce qui se passe dans le réflexe d'éructation? C'est le diaphragme qui s'abaisse, et puis il y a une fermeture du larynx pour éviter que le contenu de l'estomac remonte. Donc ça donne un petit bruit qui traduit un effort d'expulsion de l'air. Et ce bruit, ça fait « eh ». Je vous le fais écouter. That means I want to burp. Yes. Okay, let's hear it. Bon, c'est bon, vous avez bien reconnu. Donc c'est des sons brefs, un peu saccadés. Ils peuvent se répéter. Si le besoin s'intensifie, le son va pouvoir s'allonger et il va être peut-être un peu moins reconnaissable à ce moment-là. Ensuite, donc le bébé, il a mangé, il a rôté. C'est quoi le besoin qui arrive après? Bon, vous jouez un peu avec lui, puis après, il y a un moment où il va aller un petit peu moins bien. Il va avoir un autre besoin qui va arriver. C'est quoi? Il a besoin de dormir. Et donc là, le réflexe qui va avec le sommeil, c'est le bâillement. Donc le bâillement, c'est très facile, c'est un acte réflexe, mais c'est aussi quelque chose qu'on peut entraîner.
Quand on fait des cours de chant, par exemple, on s'entraîne à bâiller pour relâcher ses muscles de phonation. Et qu'est-ce qui se passe dans un bâillement ? Allez-y, bâillez. Allez, tout le monde bâille. C'est pratique parce que c'est très contagieux chez les adultes, le bâillement. Donc, il suffit qu'il y en ait un qui commence et toute la salle va bâiller. Et vous allez vraiment sentir dans votre corps ce que ça fait. La bouche s'ouvre en grand et la langue s'aplatit vers le bas. Et elle s'étale vers le bas. Et à un moment, elle recule un petit peu. Et le son qui sort, c'est pas du tout du « c'est plutôt du « a » et du « o ». Donc, je fais écouter le bâillement des bébés. Ça passe pas. Ah, c'est dommage. Bon, tant pis. Ça fait « ao », un truc comme ça, quoi. Voilà, avec la bouche qui est très grande ouverte, avec la langue qui s'aplatit. Alors, quand on entend ça, il faut tout de suite aller coucher le bébé, parce que si on attend trop, il ne va plus arriver à s'endormir. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Il va s'endormir, il va se coucher, vous vous dites « super, je vais pouvoir aller faire tout ce qui me reste à faire dans la maison ». Et puis tout d'un coup, il y a un cri, mais alors celui-là, il est terrible. Un cri déchirant. C'est quoi ? Ouais, pourquoi il a mal au ventre ? Il y a des gaz, voilà. La digestion se met en place, c'est pas au point, ça fermente un peu, ça fait des gaz, et les gaz, ça distend le côlon, ça fait très très mal. Alors, donc ce bébé, il est aussi dans une position où ça va être difficile pour lui d'évacuer ses gaz, il a besoin de mouvement pour faire ça, et tout seul, il n'y arrive pas. Donc, si on reconnaît ce son, on va peut-être pouvoir l'aider. Donc le son, je vous le fais écouter. Voilà, donc on l'a appelé le son R. Alors moi, je l'écris R comme ça parce que c'est plus facile de s'en souvenir. C'est à cause de l'air qui est dans le ventre. Donc c'est un son qui est beaucoup plus rauque, beaucoup plus... Il y a une poussée vers le bas, en fait. Le diaphragme essaie de s'abaisser pour faire sortir les gaz. Les abdominaux aussi se contractent. Tout ça, ce sont des réflexes. Et ça donne ce son avec beaucoup de R dedans et qui est prolongé et qui est déchirant parce qu'en plus, on voit que le bébé, il a mal et qu'il n'y a pas que le son. Il se tortille, il est vraiment pas bien. Alors, il y a un dernier son que je vous fais écouter, que Priscilla a trouvé. Il est amusant, celui-là, parce qu'en fait, il correspond à des situations très différentes. Elle l'a remarqué, par exemple, quand un bébé a trop chaud, ou quand il a trop froid, ou quand il est mouillé, ou quand il est trop serré. Et en fait, le point commun de toutes ces situations, c'est quelque chose qui a un rapport avec la peau. Et le réflexe qui est en jeu, c'est parce que ça se passe souvent au niveau du ventre chez le bébé, ce sont les réflexes cutanés abdominaux. C'est un réflexe qu'on teste en neurologie. On gratouille un petit peu la peau du ventre et ça entraîne une petite contraction des abdominaux et ça fait un souffle en fait, ça fait hé. Voilà, je vous le fais écouter. Voilà, donc ce qui est caractéristique, c'est le H, en fait. Ça sort avec un souffle. Donc c'est le son de l'inconfort. Alors, maintenant que vous avez bien compris comment ça marchait, on va se poser un petit peu pour essayer de réfléchir à qu'est-ce que ça peut changer dans la vie d'un bébé et dans la vie de sa famille, tout ça. Alors déjà, au niveau du bébé, le bébé, ses besoins sont reconnus. Donc la vie est beaucoup plus simple pour lui et puis toute sa digestion va pouvoir se mettre en place de façon beaucoup plus harmonieuse puisqu'on ne va pas interférer avec des conduites inappropriées et si sa digestion se met bien en place, son sommeil aussi va bien se mettre en place. Alors j'ai pas mes lunettes, je vois pas d'ici, je sais pas où j'en suis. Voilà. Alors le fait d'être compris pour un bébé et le fait que l'on réponde à ces signaux, c'est super important parce que c'est ça qui va constituer la base de la qualité de son attachement. Vous savez que l'attachement sécure est vraiment lié à cette qualité de réponse. Donc cet outil va favoriser l'attachement sécure chez le bébé. Ensuite, il y a la prévention du stress. Évidemment, si on ne laisse pas le bébé pleurer, si on répond à ses besoins, on va éviter toute la cascade de réactions neuro-hormonales et surtout les conséquences qu'il peut y avoir au niveau cérébral, puisqu'on sait maintenant que le stress
compromet la mise en place de toutes ces structures dont on a parlé juste avant, préfrontales, qui aident à gérer les émotions et qui aident donc à se sociabiliser et qui aident donc à être heureux. Ah oui, aussi la prévention des troubles du comportement. Et moi, comme je suis nutritionniste aussi, je vois aussi tout un outil de prévention des troubles du comportement alimentaire. Puisqu'on a quand même souvent tendance à répondre aux besoins des bébés par de l'alimentation. Et c'est souvent à côté de la plaque. Et je pense que ça a beaucoup de répercussions. Donc si on pouvait aussi éviter ça, ce serait bien. Alors ensuite, au niveau de la maman, la maman, elle comprend son bébé. Elle a un outil qu'elle maîtrise bien, qui n'est qu'à elle. Elle n'est plus dépendante des conseils souvent contradictoires de son entourage, ce qui est particulièrement stressant. Et elle va pouvoir avoir confiance en elle et elle aussi s'attacher beaucoup mieux à son bébé. Et puis si son bébé dort, elle va peut-être pouvoir se reposer un petit peu aussi. Et puis... je ne suis pas sur la bonne diapo. Voilà, la maman, excusez-moi. Et puis, donc, cet outil est aussi un outil de prévention des troubles dépressifs du postpartum, à condition qu'il y ait un terrain sain, bien sûr. Mais donc, tous ces éléments vont favoriser un meilleur état psychologique de la maman. Ensuite, le papa. Eh bien, le papa, il est en général assez doué pour ce genre de choses, de ce que j'en ai vu ces derniers temps. Lui, il a plus de recul parce qu'il ne vient pas d'accoucher, il n'est pas en train d'allaiter. Et cet outil-là, il s'en empare très facilement et ça lui permet de trouver sa place. Et c'est très important. Et aussi de construire son attachement avec son bébé. Et puis, il va pouvoir se positionner en soutien de la mère, en particulier dans l'optique d'un détachement, c'est-à-dire d'une diffusion, d'un attachement sans fusion. Et pour ça, c'est bien d'avoir 2 parents. Ensuite, au niveau de la fratrie, les frères et sœurs, en général, ils décodent assez bien les besoins du bébé de la famille. Ils sont encore beaucoup dans leur intuition. Et cet outil-là qui va être partagé dans la famille va leur permettre de les valider dans leurs compétences. Et je trouve ça intéressant parce que du coup, ça peut les aider à dépasser les frustrations éventuelles liées à l'arrivée du bébé et à prendre leur place et à grandir. Alors ensuite, j'ai mis pour tout le monde. Pour tout le monde, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour tous les gens qui s'occupent de bébés. Cet outil, il est super, je trouve, parce qu'il nous oblige à nous poser. Il nous oblige à écouter, à regarder. Et quand on regarde, on met en marche nos neurones miroirs, c'est-à-dire qu'on développe notre empathie, on ressent ce que ressent notre bébé, et vice-versa. D'ailleurs, lui, c'est comme ça qu'il grandit, mais nous, on a aussi à grandir. Et on se comprend. Et puis surtout, cet outil nous apprend à être dans la présence. Voilà. Donc c'est important. On entend beaucoup parler de méditation en ce moment, de toutes ces techniques-là, mais on peut aussi être simplement dans la présence avec son bébé. Et c'est quelque chose dont il a énormément besoin et dont on a, nous aussi, beaucoup besoin. Donc notre bébé, il va nous faire grandir. Alors, un mot sur la prévention des violences. Si cet outil pouvait éviter des morts, des handicaps, des familles détruites par des violences, suscitées par des crises de pleurs excessifs, chez des gens qui ont déjà quelquefois une vie très difficile, ou qui n'ont peut-être pas été écoutés, eux, quand ils étaient bébés, eh bien, je pense que c'est aussi une façon de valoriser cet outil, de l'intégrer dans cette prévention des violences. Alors, j'ai les autres besoins. Pour moi, c'est important de décoder tous ces besoins physiologiques dont on vient de parler, qui sont des besoins en fait nouveaux pour le bébé qui vient d'atterrir sur Terre et qui doit s'adapter à cette vie. Et on a vu tout ce que ça lui causait comme inconfort. Mais en fait, le bébé, il a plein d'autres besoins qui étaient déjà là avant, in utero. Il a besoin de mouvement, il a besoin de mouvement actif et libre, il a besoin de liberté. Il a besoin d'être en lien, et ça passe d'abord par le contact, ensuite par la présence.
il a besoin d'être reconnu dans ce qu'il est, et donc c'est déjà une première façon de le reconnaître, de l'écouter et de le confirmer dans ce qu'il est. Il y a un cri, je ne vous ai pas présenté tous les cris, j'ai présenté les plus précoces, mais il y a un cri qui est très joli, qui arrive après. Je ne sais pas du tout comment il est fabriqué, à quel réflexe il se rapporte. En français, elle l'a appelé l'élaol. Et j'ai pas l'enregistrement, mais je vais essayer de vous le faire. Ça fait un truc genre l'élaol, comme un petit miaulement. Et ça, en fait, c'est le cri qui dit je m'ennuie. Et il y a une très jolie phrase dans le livre aussi où elle fait parler bébé en disant où est ma meute, où est ma tribu. Donc c'est cette histoire de lien, d'appartenance. Ça, c'est un besoin fondamental de tout être humain. Et donc, en décodant tous les besoins, je vais dire nouveaux, terrestres, on va pouvoir favoriser notre écoute de ces autres besoins, qui sont autant aussi importants, sinon plus, que les besoins physiologiques. Et le bébé a aussi besoin de sécurité. Et pour se sentir en sécurité, le bébé a absolument besoin que ses parents aillent bien. Moi, c'est quelque chose que je dis de plus en plus à mes patients. Occupez-vous de vous. Si vous n'allez pas bien, votre bébé ne peut pas du tout aller bien. Donc cet outil qui va redonner confiance aux parents, les rendre compétents, va leur permettre d'aller bien et donc de transmettre la sécurité à leur bébé. Alors, je vous ai fait un petit rappel et je vais vous réveiller un petit peu parce que je voudrais que vous les fassiez tous pour bien les comprendre, parce que comme ça, vous pourrez sortir de là en connaissant ces 5 cris. Alors, vous n'êtes plus un bébé, vous êtes un adulte dans votre fauteuil, vous n'avez pas beaucoup mangé à midi, il y a la faim qui commence à vous tortiller le ventre. Quel est le son ? Vous ne pouvez pas parler, mais vous êtes très très faim. Alors, allez-y, je vous écoute. Voilà, donc le N, le E et le H à la fin, avec la langue qui s'appuie sur le palais. Donc c'est bon, vous vous en souviendrez. Ensuite, vous avez bu de l'eau gazeuse, il y a des trucs qui font un peu des gaz dans le ventre, là, et vous avez besoin de rôter. Je ne vous demande pas de rôter, hein. Je vous demande juste de faire le cri du bébé qui a besoin de rôter, qui n'y arrive pas tout seul et qui a besoin qu'on l'aide. Allez. Super, vous êtes trop fort. Bon, ensuite, je vous ai un peu saoulé avec ma conférence, donc vous avez très sommeil. Et là, vous allez bâiller. C'est facile, vous savez faire. Allez-y. Super, ils sont trop forts. Et puis là, vous avez mangé un truc pas bon du tout. Ça commence à faire des bulles dans votre ventre. Alors, n'allez pas trop loin, mais faites juste le bruit du bébé qui vous signale qu'il aimerait bien qu'on le bouge pour qu'on l'aide à sortir ses gaz. Allez-y. Ah, il est beau celui-là. Super. Ensuite, vous êtes un peu trop serré sur votre fauteuil, vous avez trop chaud, vous avez froid, vous avez transpiré, du coup vous êtes mouillé. J'espère qu'il n'y a pas d'autres raisons. Et vous faites le cri de l'inconfort du bébé. Alors, c'est pas tout à fait ça. Voilà, c'est hé, hé. Voilà, c'est bien. Alors, il y a d'autres besoins qui arrivent après, j'en parle rapidement. Il y a d'autres besoins, d'autres cris, d'autres signaux. Alors là, il y a le gain qui traduit le bébé qui a mal aux dents. Il y a l'élaol dont on a parlé. Il y a le na qui est la soif. C'est tout près du nez, mais la bouche s'ouvre un peu plus et ça fait pas la même voyelle. La langue se décolle du palais, ça donne pas la même voyelle. Et puis il y a le ouin. Alors le ouin, c'est quand il n'y a plus rien qui va. Le bébé il est tout tendu de partout. Il crie, mais tout son corps est tendu. Il y a une décharge d'hormones. Et là, ça fait ouin, quoi. Voilà. Bon, mais vous avez bien écouté, vous avez bien appris vos cris. Donc, avant de vous quitter, j'ai envie de vous citer une petite phrase qui introduit le livre et que je vais adresser à chacun de vous. Et si on vous avait écouté et compris toute votre vie, depuis votre premier souffle, depuis votre premier cri? Ça fait rêver? Voilà, merci de votre écoute.